Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau débat citoyen hebdomadaire. Alors justement, absent du débat pendant très longtemps, le bien-être animal de l'élevage à l'abattage occupe désormais une place très importante dans l'opinion publique française. Alors comment toute une filière semble devoir muter face à la mobilisation de militants véganes, mais aussi de citoyens sensibilisés à la condition animale, c'est le thème un peu sensible que nous allons aborder ce soir, notamment en Nouvelle-Aquitaine, terre d'élevage, la plus grande région agricole de France. Alors pour en parler, je vais vous présenter mes invités. Aurore Lenoir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association LPEA, Lumière sur les pratiques d'élevage et d'abattage, une association animaliste. Merci d'être parmi nous. Jean-Marie Colomb, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éleveur de limousines à la Chapelle-Saint-Martial, c'est dans la Creuse. Vous êtes aussi vice-président de la Chambre d'agriculture de la Creuse et puis le vice-président aussi des jeunes agriculteurs de la Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être parmi nous également. Mauricio Garcia Pereira, bonsoir. Vous êtes le lanceur d'alerte de l'abattoir de Limoges. On verra les images que vous avez tournées il y a 2 ans maintenant à l'abattoir de Limoges. Bonsoir. Et Séverine Nadeau, bonsoir. Spécialiste de tout ce qui concerne le droit animalier. Et vous êtes aussi co-auteur de ce gros livre-là, Le Code de l'animal, le tout premier dans le genre en France, qui a été entièrement conçu à l'Université de Limoges. Merci d'être parmi nous. Nous rejoindra tout à l'heure Anne-Sophie Bach, qui est bouchère et présidente du syndicat des bouchers de la Corrèze. Alors, comme je vous le disais, cette émission est un débat, c'est votre débat aussi. Vous pouvez y participer via les réseaux sociaux, via les pages Facebook de France 3 Limousin, France 3 Poitou-Charentes, ou France 3 Aquitaine. Vous pouvez poser vos questions, laisser vos commentaires. Il y a aussi Twitter avec le hashtag Noah. N'hésitez surtout pas. On démarre avec une première question avec Séverine Nadeau. En termes de droit déjà, qu'est-ce que c'est que le bien-être animal ? Alors le bien-être animal, au départ, c'est quand même une notion scientifique. Ce n'est pas une notion juridique, c'est une notion scientifique que le droit a intégrée au fil des années pour en faire un objectif à atteindre pour améliorer la protection des animaux. Donc il y a eu, à partir des années 60-70, différentes conventions européennes, principalement, qui ont intégré donc, ce bien-être des animaux en matière d'abattage, en matière d'élevage, en matière de transport, etc., etc. Et puis, en France, on peut considérer que voilà, le bien-être animal est arrivé avec, enfin, en tout cas, a été intégré avec la reconnaissance du caractère d'être sensible de l'animal. En 2015 ? Un petit peu avant, par la loi de 1976, puisqu'on a, on a intégré dans le Code rural l'article L214-1 qui a reconnu déjà la sensibilité de l'animal. Donc comme l'animal est un être sensible, il est normal d'assurer son bien-être. Bien-être physique et mental, on redéveloppera tout ça, tout à fait, évidemment dans ce débat. Alors avant d'approfondir le débat justement, je vous propose de regarder ce reportage qui avait été diffusé fin mai sur France 3 Limousin et qui pose quelques-uns des enjeux du bien-être animal, de l'élevage à l'abattage. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité, notamment des plus jeunes. Regardez. Dans cette ferme, Julie élève près de 1500 volailles fermières, des poulets en vente directe à la ferme ou sur les marchés. Ici, le bien-être animal est une culture bien intégrée. On a assez des grands espaces en prairie pour pouvoir faire pâturer nos bêtes. Donc, nous, la question ne se pose pas, quoi. Concrètement, les animaux vont dehors, ils font leur vie, on les ferme le soir et on les rouvre le lendemain matin. Si dans cet élevage on bichonne les animaux, c'est dans les abattoirs que les bêtes bénéficient d'un autre traitement, des maltraitances que montrent ces images à l'origine de la loi, en discussion en ce moment à l'Assemblée. Les excès qu'elle démontre sont condamnables et il faut qu'ils soient condamnés et très durement et très sévèrement. Mais ne prenez pas ces vidéos et ces extraits comme valeur de loi et comme valeur de généralisation. Le député de la Creuse, éleveur lui-même, a voté contre l'amendement sur le bien-être animal, ce qui ne surprend pas ce militant de l'association L214. Pour lui, la loi a été vidée de sa substance à cause des lobbies. L'abattage des femelles gestantes va pouvoir continuer. Les responsables de l'abattoir de Limoges, effectivement, ont pris certaines mesures. Le couloir de contention a été un peu réformé de façon à ce que l'animal bouge moins et qu'il y ait moins de problèmes de ratés lors de l'étourdissement avec le matador. À part ça, en fait, il y a quand même très peu d'avancées.
Dans cette autre exploitation, Julien a investi dans cette grande stabulation pour ses 170 vaches allaitantes avec l'espoir de réconcilier anti et pro-viande. Les bêtes sont paillées tous les jours, elles sont très peu tassées dans les box, quoi. Elles ont de l'espace pour se tourner, pour vivre, avec beaucoup de luminosité, de lumière. Donc voilà, là au niveau bien-être animal, ce que je peux vous dire. Cela dit, les militants de la cause animale ne s'avouent pas vaincus. La consommation de viande a baissé de 10% en France ces 10 dernières années. Et même de 12%, mais on en reparlera dans le cours de ce débat. Alors, on va revenir sur différents points soulevés dans le reportage, mais d'abord, on va revenir sur ces images de l'abattoir de Limoges, des images chocs assez insoutenables, de fœtus et de veaux prêts à naître et jetés à la poubelle, des images aussi de vaches qui sont mal étourdies avant d'être tuées. C'était il y a presque 2 ans, et ces images, Mauricio Garcia Pereira, c'est vous qui les aviez prises. Ça faisait 7 ans que vous y travailliez à l'abattoir de Limoges. Oui. Qu'est-ce qui a déclenché votre prise de conscience et votre envie de filmer ces images, de les montrer, de les diffuser via l'association L214, et puis de témoigner aussi à visage découvert? Écoutez, moi, pour moi, la question ne se pose même pas, non. Moi, je suis grandi dans une ferme. Mes parents, une ferme de 4-5 hectares. Il y avait l'élevage des vaches et des cochons. Moi, je suis grandi dans cette ambiance-là. Et la première fois que j'ai découvert qu'on tue tous les jours... Déjà, pour moi, la question ne se pose pas, mais soi-disant moi, j'aimerais bien la poser ici. Et si vous savez qu'il y a une vache qui est pleine, qu'il a un veau à l'intérieur, qu'il reste que quelques jours, quelques semaines pour naître, vous êtes d'accord pour la tuer, cette vache, et jeter le fait tout à la poubelle? Et vous avez tenu quand même 7 ans? Moi, j'ai découvert ça assez tard, parce que c'est pas le premier jour que j'ai découvert ça. Je ne me l'imaginais pas. Et j'ai découvert ça, qu'on le faisait tous les jours. Et j'étais 1 an et demi, 2 ans. Mais de là à dénoncer, à filmer en cachette et à diffuser les images ensuite, à témoigner à visage découvert, vous avez été licencié, vous avez perdu votre job. Oui. C'est quand même un pas qui est très important à franchir et vous êtes très peu, en fait. On vous surnomme d'ailleurs un lanceur d'alerte. On vous a donné cette étiquette-là. Oui, donc c'est pas rien. Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Est-ce qu'il y a eu quelque chose quand même qui a déclenché cette volonté de dénoncer ce qui se passait? Est-ce que vous ne pouviez plus supporter, vous? Et à part l'abattage de vaches gestantes, voilà, je voulais dénoncer aussi les cadences et les sortes d'animaux aussi, la réglementation surtout, parce qu'il n'y a aucune loi qui interdit l'abattage de vaches gestantes. Tout est très légal en fait. Toutes les images qu'on a vues qui peuvent choquer, à juste titre selon certains, tout est en tout cas légal. Au niveau de la loi, c'est légal. Tout à fait. Mais même la réglementation, c'est quelque chose que la réglementation, pour moi, il n'est pas assez grande. Et en plus, à travers, pour moi, les premiers fautifs de tout ça, évidemment, c'est la loi qui n'existait pas, mais aussi c'est la cadence qu'impose les grossistes. Oui, c'est la quantité. Aurore Lenoir, je rappelle, présidente de l'association animaliste LPEA. On l'a dit, tout est légal dans l'abattoir de Limoges, même il y a 2 ans. L'utilité pour vous, une association comme L214, de diffuser ce type d'image, c'est quoi? C'est quand même d'éveiller les consciences, d'ouvrir les yeux? C'est d'éveiller les consciences, de montrer la réalité, parce que pour nous, le bien-être animal, finalement, ne fait du bien qu'à la conscience des consommateurs et à l'intérêt des lobbies, parce que le bien-être animal, on ne le voit pas réellement, dans le sens où l'élevage extensif et plein air est mis en avant par le gouvernement et par les filières. Il est important de montrer aussi la finalité de la viande, parce que le débat sur le bien-être animal a tendance à éclipser les scandales en abattoir, et finalement, que les bêtes soient bien traitées ou non, elles vont de toute façon mourir jeunes, dans la souffrance et l'effroi, dans l'abattoir, comme on peut le voir sur les images de L214. Alors on reviendra aussi sur votre combat puisque vous êtes végane. Jean-Marie Collomb, vous êtes
éleveur, hein, je le rappelle, éleveur de limousines en Creuse. Quelle est votre réaction, vous, quand vous voyez ce type d'images qui sont quand même difficiles, par rapport aussi à vos vaches que vous envoyez à l'abattoir? Est-ce que vous étiez conscient que ça se passait comme ça? Est-ce que c'était une découverte? Quelle est votre réaction? Non, déjà, personnellement, moi, mes vaches ne sont pas pleines quand je les envoie à l'abattoir. Je voudrais répondre sur ce cas de Limoges. Ce qui s'est passé, on était dans une époque où la viande, on avait du mal à les faire partir de nos exploitations, parce que ça bouchonnait en termes de... Voilà, les bêtes étaient prêtes, parce qu'il faut savoir, une bête, quand elle est prête à partir à l'abattoir, qu'elle est finie d'engraisser, il faut qu'elle parte, parce que sinon après, il y a trop de graisse, enfin voilà. Et on ne voit pas tout le temps, des fois, elle peut prendre le taureau avant qu'on la mette en engraissement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le problème, c'est qu'une vache qui est pleine, mais qui est engraissée, le vélage va se passer très mal. Une vache engraissée, elle ne vélera pas dans les bonnes conditions, soit on va perdre le veau, soit on va perdre la vache, soit on va perdre les deux. L'animal peut pas, le veau ne peut pas passer, voilà, ça passera pas. Mais ça peut passer une bâche ou deux de temps en temps, mais pas une dizaine ou une quinzaine tous les jours. Mais je pense pas que ça en passe autant que ça. Mais après, il fallait prendre conscience, et c'est vrai que plus d'une dizaine, plus d'une vingtaine de vaches effectivement, éthiquement, il faut pas faire ça. Mais l'agriculture, ça vous a choqué quand même, vous? C'est vrai que c'est pas des images forcément agréables à regarder. Et puis le consommateur demande pas ça, donc l'agriculture, c'est tout le temps a évolué en fonction des demandes du consommateur. Dans les années 60, il fallait de la production parce que la France avait faim. L'agriculture s'est modernisée, a fait effectivement des élevages intensifs parce qu'il fallait de la nourriture pas chère. Aujourd'hui, le consommateur ne veut plus ça. Aujourd'hui, il veut quelque chose de qualité et plus intensif. Donc, on se met en ordre de marche. On va s'acclimater, enfin, on va se moderniser pour répondre à ce que veut le consommateur. Alors, effectivement, il en existe encore d'ailleurs pas mal des élevages intensifs. On va y revenir. Il y a aussi les lapins aurillac. On va voir quelques images en Charente-Maritime qui ont aussi soulevé le débat et fait scandale. Jean-Marie Collomb, est-ce que vous vous sentez stigmatisé du coup par les associations animalistes qui diffusent ce type d'images, avec presque parfois une image de éleveur un peu bourreau de ces animaux? Bien sûr. Déjà, on n'a pas besoin de ça en ce moment, parce que voilà, on sait qu'on a des revenus assez faibles et il y a quand même un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Donc ça, on n'en parle pas, on parle dans les autres usines et tout, mais l'agriculture va mal, on a des petits revenus et c'est vrai que c'est dur moralement. On aime nos animaux, même si la finalité, évidemment, c'est d'abattre nos animaux pour les mettre dans la consommation. Voilà, l'agriculture, avant tout, moi, c'est une passion, mais une passion, il faut en vivre de son métier. Alors, et moi, je veux vivre de mon métier. Aurore Lenoir, ça peut être un effet collatéral quand même de toutes vos actions. C'est les sentiments envers les éleveurs, envers les bouchers qui sont parfois très violents. Vos actions aussi parfois peuvent être un petit peu violentes. Vous êtes allé jusqu'à simuler des égorgements dans les rues, des égorgements d'animaux. Voilà, c'est pas rien quand même vos actions. Alors nos actions restent pacifiques, je tiens à le préciser, restent pacifiques. Elles sont violentes dans la réalisation des images, mais elles le sont d'autant moins que les images qu'on peut voir en abattoir. Ce que l'on peut voir dans la rue, les mimes d'égorgement que nous pouvons faire dans la rue, ça n'est rien par rapport à ce que l'on peut voir dans un abattoir. Quand j'ai vu dans un abattoir des chaînes entières de cadavres attachés sur une espèce de... Ce n'est pas des cadavres par contre. Ce sont des cadavres. Non. Animaux morts, des cadavres. Les cadavres ne se mangent pas. Enfin, c'est pas des cadavres, c'est des carcasses. Des carcasses, oui. Ça dépend d'un point de vue philosophique. Si on considère cadavre, c'est quelque chose en voie de décomposition. Alors là, on voit effectivement qu'il y a des vraies questions d'ordre moral et philosophique qui peuvent se poser. Alors d'ailleurs, ce soir, mercredi soir, il y a une action aussi de l'association animaliste 269 Libération Animale qui organise une nuit debout devant les abattoirs, notamment en Nouvelle-Aquitaine, devant l'abattoir de Bazas, dans le sud de la Gironde. Vous soutenez, j'imagine, ce type d'action. Est-ce que vous soutenez des actions un peu plus violentes parfois? On a entendu beaucoup d'attaques de boucherie. Est-ce que vous soutenez ce type d'action? Alors non, pas du tout. Et concernant les vitrines des bouchers, seul acte de violence, entre guillemets, qui ait été recensé à ce jour, je partage l'avis d'Aymeric Caron. À savoir que s'il s'agit vraiment d'un militant animaliste, et ça reste à prouver, effectivement, le désespoir peut expliquer ce type d'acte. Aymeric Caron, voilà, journaliste qui a écrit effectivement des livres. Et célèbre vegan. Voilà, et célèbre vegan. Voilà, célèbre défenseur de la cause animale. Donc je partage son avis. Effectivement, le désespoir peut expliquer ce type d'acte. Désespoir face à l'absence totale de volonté politique en faveur des animaux, voire pire, le soutien aux pires méthodes. Donc ce ne sont pas du tout les méthodes de LPEA, ni d'aucune association à ma connaissance. En revanche, qu'est-ce qu'on peut penser de manifestations d'agriculteurs où l'on voit des bâtiments brûlés, une autoroute qui est dégradée à hauteur de 1 million d'euros, ou des animaux qui sont même maltraités en place publique?
public. Et ça, je pense que personne ne l'a constaté dans nos manifestations animalistes. Jean-Marie Collomb, je crois que vous aviez envie de, peut-être de répondre. Je n'ai pas vu de bâtiments brûlés en Creuse. Bâtiments de la MSA en Bretagne, je parle d'une manière globale. Générale, mais il y a plein de choses aussi. Enfin, on parle des animalistes en général. Ça peut être le désarroi qui... Il n'y a pas de vitrine de boucher en Creuse qui ont volé en éclats. J'espère qu'il n'y en aura pas, effectivement. Mais bien entendu que non. Mais indirectement, vous êtes responsable des choses comme ça parce que vous lancez. Donc vous êtes responsable des maltraitances en abattoir. Non, je ne suis pas responsable des maltraitances. Vous êtes responsable des maltraitances en abattoir puisque vous suggérez du fait que ça viendrait de mon camp, je serai responsable de ces violences. Donc vous êtes dans le camp de ceux qui défendent la viande, donc vous êtes... Alors on voit qu'il y a des positions qui sont difficilement conciliables, évidemment. Je respecte les véganes, s'ils ne peuvent pas manger de viande et tout, moi je les respecte. Enfin, je ne vais pas militer, moi je ne suis pas militant pour manger que de la viande, il faut manger de tout, l'homme est omnivore. Alors on reviendra d'ailleurs dans un instant sur le combat mené par les véganes et sur aussi l'avancée pour la condition animale. Séverine Nadeau, est-ce que c'est quand même grâce à tout ce qui se passe depuis quelques années avec les associations animalistes notamment qu'a pu voir le jour le diplôme universitaire sur le droit animalier en 2016 où vous enseignez à Limoges? Oui, c'est très certainement lié à ça. On voit qu'effectivement la protection animale, c'est un enjeu sociétal très fort. Et donc on a eu l'idée de créer ce diplôme universitaire qui se fait à l'université de Limoges, mais sur le campus de Brive-la-Gaillarde. Et donc on accueille chaque année, tous les ans, 2 sessions d'étudiants. Donc ce sont des personnes qui ne sont pas des étudiants classiques, dans le sens où c'est souvent des professionnels. Donc il peut y avoir des magistrats, des avocats, on a même des membres de partis politiques, pour vous dire, et qui viennent acquérir une spécialisation en droit animalier. Alors, effectivement, on voit que c'est un véritable phénomène de société, effectivement, qui prend de l'ampleur. Je reviens sur Aurore Lenoir, sur le combat des véganes. Vous êtes végane. Végane, ça veut dire quoi? On ne peut pas manger de viande, pas boire de lait, pas manger d'œufs. C'est quoi exactement la définition de végane? Alors, végane, ça va au-delà du végétalisme, à savoir, ça va au-delà de l'alimentation, c'est-à-dire que l'on refuse tout ce qui provient de l'exploitation animale. Donc, d'abord la nourriture, donc pas de beurre, pas de lait, pas d'œufs, etc. Mais également pas de laine, pas de cuir, tout ce qui peut provenir de l'exploitation animale en général. Votre combat, c'est quoi? C'est de dire demain, tous véganes? Ce serait l'idéal, bien entendu, et c'est le but vers lequel nous tendons. Nous doutons que ça n'arrivera pas demain, mais nous nous battons très fort, effectivement, pour que ça arrive le plus vite possible et que nous puissions libérer ces animaux de l'exploitation. Et en même temps, est-ce que c'est pas dans la nature de l'homme, notamment de manger de la viande? L'homme est omnivore, ça veut dire qu'on peut digérer des protéines animales et végétales. Est-ce que c'est pas dans la nature de l'homme de manger de la viande? Non, du tout. C'est arrivé à des moments historiques précis. L'homme s'est mis à manger systématiquement de la viande, en tout cas au taux qu'on peut connaître aujourd'hui, qu'à partir de la révolution industrielle vers le 19e siècle. Il y a des périodes historiques pendant les glaciations, des choses comme ça, où il y a eu un froid extrême, où là, on a dû se nourrir de viande. Mais à la base, nous sommes des cueilleurs. Des cueilleurs, et nous mangions des légumes ou des racines, ou nous cueillions. Mais ça n'est pas du tout, ça ne remonte pas du tout, c'est pas une tradition qui remonte à la préhistoire. Et le terme d'omnivore dit que nous pouvons manger de la viande, mais pas que nous devons manger de la viande. Donc il y a une alternative et il n'y a aucune nécessité ni nourricière ni sanitaire à se nourrir de la viande. Si 3 millions d'animaux sont abattus chaque jour dans les abattoirs, c'est uniquement pour un plaisir gustatif. Jean-Marie Collomb. Je suis d'accord, nous pouvons. Donc c'est une liberté de chacun, nous pouvons manger de la viande. Et l'homme, il était cueilleur mais chasseur. Nous avons des canines. Les canines, c'est pour manger de la viande. Et juste, vous dites pas de laine. Alors vous savez qu'en parlant de maltraitance animale, si vous ne tondez pas un mouton, ça c'est de la maltraitance animale. Vous n'êtes pas obligé de la tricoter, la laine. Vous non, pouvez tondre le mouton sans forcément la tricoter derrière. Alors on la jette... il peut y avoir d'autres utilités, en faire un commerce, donc faire naître des moutons pour refaire de la laine, etc. Nous, c'est le commerce et l'exploitation. Après, si l'animal a été sauvé et que la laine peut être récupérée, pourquoi pas, mais pas dans le sens commercial. Alors, Aurore Lenoir, est-ce que vous comprenez que certains vous disent extrémistes? Qu'est-ce que vous en pensez?
Extrémiste, lorsque je vois les conditions de détention des animaux dans la plupart des élevages français, je ne le crois pas. Je crois que notre position, elle est censée être... On ne peut pas continuer à penser qu'on amène un animal à l'abattoir comme on va amener un vieux chien à la clinique pour se faire euthanasier, avec égard et respect. C'est absolument pas le cas. Un jeune animal qui va se faire abattre dans un abattoir, il va mourir avec souffrance et effroi. Donc je ne pense pas que notre point de vue soit extrémiste. Il est juste logique de ne pas faire souffrir à ce point des animaux pour un simple plaisir gustatif. Séverine Nadeau, est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs une forme de contradiction? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les animaux sont reconnus être sensibles. Alors effectivement, exploiter les animaux, les consommer, est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction avec cette reconnaissance d'être sensible? Donc c'est vrai que la reconnaissance de l'animal comme être sensible fait qu'on doit donc en assurer la protection, mais si vous voulez, en l'état actuel, le fait est qu'on doit en assurer sa protection pour arriver vers un bien-être de l'animal, mais toujours dans le cadre de l'exploitation de l'animal. C'est pas parce qu'on a reconnu la sensibilité de l'animal qu'on ne peut pas, en l'état actuel, en tout cas des choses, ne plus l'exploiter. En tout cas, c'est comme ça que les textes sont faits. Et c'est vrai qu'il y a une question d'ordre totalement moral et philosophique. Est-ce qu'on peut tuer dignement un animal? Alors c'est vrai, quand on parle d'une mort digne chez nous, êtres humains, on pense à l'euthanasie pour éviter vraiment de grandes souffrances. Quand on parle d'animaux, est-ce qu'on peut tuer dignement un animal? C'est une grande question. Donc en matière d'abattage des animaux, il y a donc des règles. Donc l'animal doit être étourdi préalablement, etc. Donc là, après, c'est vrai que ça a plus à voir avec le philosophique, comme vous dites. Donc, suivant la position que l'on tient, soit on peut considérer même... Moi, c'est vrai que je trouve ça bizarre de parler de bien-être pour de l'abattage. C'est plutôt de la bientraitance. C'est assez paradoxal, oui. Oui, bien-être, puisqu'il n'y a plus d'être à la fin, c'est un petit peu bizarre, en fait, d'utiliser bien-être quand on parle de mise à mort de l'animal. Donc, c'est plutôt d'assurer sa bientraitance jusqu'à ce qu'il soit mis à mort. Mais Mauricio, d'ailleurs, Garcia Pereira, vous qui avez travaillé dans l'abattoir de Limoges pendant plusieurs années, selon vous, est-ce qu'on peut tuer dignement un animal? En tout cas, le tuer sans le faire souffrir déjà. Mais posez-vous la question. Quand vous tuez une moyenne de 35 bovins à l'heure, alors imaginez-vous la cadence. Imaginez-vous, voilà, comme les ouvriers, ils peuvent faire leur travail correctement. Après plus de 6 ans à l'abattoir, moi j'ai vu presque tous les jours des vaches, je ne parle pas de limousine, on va parler un peu des vaches de réforme, des vaches après des 15, 16 et 17 ans. Pourquoi le service vétérinaire, il n'est pas en amont? Il y a certaines vaches qui arrivent dans un état, mais pitoyable. D'accord? Après, ils vont la consigner. Ils vont passer donc c'est comment ça s'appelle? Le frigo sanitaire. Ils vont rester là toute la nuit, avec des abcès, mais qui sont des ballons de basket. Et le lendemain, il va venir le service vétérinaire avec un opérateur qualifié pour élever... Juste Mauricio, on est conscient juste... Oui, vous allez réagir. Mais ma question, c'était plus, on est conscient des difficultés, des problématiques dans l'abattoir de Limoges auxquelles vous avez été confrontés. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous l'avez déjà fait de tuer sans faire souffrir l'animal, malgré toutes les dérives qu'il peut y avoir? Sans le faire souffrir totalement, non. Ça, c'est impossible. C'est impossible, selon vous, de ne pas faire souffrir l'animal en le tuant. Déjà, il faudrait, surtout à Limoges, moi je parle pour Limoges, il faut faire des travaux phénoménaux, pharaoniques. Sur les investissements dans les abattoirs? Exactement. Les conditionnements des vaches, les camions, comment arrivent, comment ils sont déchargés, comment ils sont une après les autres, des centaines, des dizaines d'animaux qui sont confinés dans un espace très réduit. Et puis la cadence. Vous savez que
Vous n'avez même pas 3 minutes pour tuer 2 vaches. Alors, on parlait effectivement de l'abattoir de Limoges. Jean-Marie Collomb, vous pourrez réagir dans un instant, mais d'abord, on va regarder ensemble un reportage justement sur les évolutions qu'il y a eu, puisque grâce sans doute aussi aux images, Mauricio, que vous aviez tournées, que vous avez diffusées, eh bien, il y a eu quelques changements, des nouveaux investissements pour renforcer la sécurité sur la chaîne d'abattage et pour améliorer la sécurité des animaux et des personnels. Regardez ce reportage. L'abattoir de Limoges, l'un des plus importants abattoirs publics de France. Bovins, ovins, porcs, chaque année 25 000 tonnes de bétail sont abattues ici. C'est le directeur Didier Bappel qui nous sert de guide pour nous montrer ce qui a changé depuis la polémique. Il commence par l'un des derniers équipements. Donc c'est ce qu'on appelle le piège pour les porcs hors gabarit. Donc tout ce qui est les porcs qui ne peuvent pas passer dans le restreinaire qu'on a à côté pour les porcs standards. Facture 60 000 € pour un dispositif destiné à améliorer la situation de l'animal et de l'opérateur. On manipule la porte latérale. Donc vous avez votre porc qui tombe sur le tapis et on effectue la saignée. Mais le principal investissement, c'est cette machine utilisée pour les bovins d'un montant de 400 000 €. Les animaux, au lieu de tomber à même le sol, tombent dans cette auge avant qu'on les accroche pour les envoyer sur la chaîne. À quoi s'ajoute ce système de contention qui renforce l'immobilisation des animaux? Ici, l'opérateur peut assommer jusqu'à 35 bêtes par heure. Objectif du nouveau dispositif, limiter les loupés lorsque l'opérateur rate la mise à mort. Il peut arriver parfois qu'il y ait des loupés de l'opérateur parce que l'animal a trop bougé. Là, c'est quasiment du 100% par rapport au geste de l'opérateur pour l'assommage. La transparence, c'est le nouveau leitmotiv des responsables de l'abattoir. Mais de là à se porter candidat pour expérimenter la vidéosurveillance, il y a comme un os. Je ne vois pas ce qu'une caméra pourrait rajouter de plus, sans compter que nos opérateurs sont eux-mêmes formés, au moins pour le tiers des équipes, à respecter donc l'animal et éviter sa moindre souffrance ou limiter au mieux sa souffrance. Tout ça fonctionne très bien. Le personnel, en plus, les opérateurs ne souhaitent pas être surveillés dans le cadre de leur travail, que ce soit les opérateurs ou les représentants du personnel. Il n'y a, encore une fois, rien à cacher. Élément essentiel du contrôle des procédures, 7 agents des services vétérinaires d'État sont présents en permanence dans l'abattoir. Alors, je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous via les réseaux sociaux, les pages Facebook de France 3 Limousin, Poitou-Charentes et France 3 Aquitaine, et puis sur Twitter avec le hashtag Noah. N'hésitez pas, on passe vos messages et vos questions aussi. Une réaction, Jean-Marie Collomb ? Ou deux. Ou deux, allez-y. Non, juste déjà, je conçois que les cadences de travail et tout, c'est dur, ça, je reviendrai pas là-dessus. Par contre, je peux pas laisser dire que c'est des vingtaines de bêtes qui arrivent avec des abcès et tout. Ça, c'est sûr, ça arrive. Un animal qui arrive, qui s'est fait, qui a un abcès, mais il y a les services vétérinaires qui sont là et on ne mettra jamais dans la chaîne alimentaire un animal. Non. L'alimentation française, c'est une des plus sûres. Est-ce que vous allez vous-même d'ailleurs dans les abattoirs ? Alors là, on ouvre la filière bovine, la filière agricole ouvre, on part de l'élevage jusque dans les boucheries avec l'interprofession, on ouvre l'exploitation, on n'a rien caché. Et non, ça je peux pas laisser dire. La viande qui est commercialisée, elle est saine. Enfin, tout à l'heure, on aura la présidente des bouchers de Corrèze qui sera là. Je pense qu'elle pourra témoigner là-dessus. Parce que là-dessus, non, ça je peux pas laisser dire, c'est sûr et certain. Vous mettez des mentors alors? Là-dessus, comment là-dessus? Moi, j'ai travaillé à la PC. C'est moi qui... Là-dessus, oui, il y a des vétérinaires. Les étiquettes. Et c'est moi qui pousse... Non, mais je ne dis pas qu'il n'y en avait pas qui arrivaient dans l'abattoir. Et qui les met dans le sanitaire. Oui, non, je ne dis pas qu'elles n'arrivaient pas dans l'abattoir. Je dis qu'elles n'étaient pas mises dans le circuit. Alors, on ne va pas parler tous en même temps. Il faut pouvoir s'écouter et s'entendre. Il y a la race limousine qui ont tué à Limoges. Mauricio, est-ce que depuis 2 ans, peut-être, les choses ont pu évoluer? Vous avez vu le reportage? Ils ne sont pas changés. J'ai parlé avant-hier avec un de mes anciens collègues. À part les travaux qu'ils ont faits pour tuer, soi-disant, sans douleur ou sans souffrance, pour tuer les animaux, mais après la cadence est la même, les maladies musculaires, tout ça c'est le même, les arrêts de maladie, c'est exactement la même chose. Alors quid d'ailleurs de la vidéosurveillance? C'est quelque chose dont on avait parlé et finalement qui n'est plus obligatoire. Si on ne baisse pas la cadence, si on n'améliore pas les installations, parce que cet abattoir il a plus de 50 ans.
Il y a déjà des machines là qui ça fait plus de 30 ans. Alors vous avez vu quand même qu'il y avait eu des investissements. Ça suffit pas pour vous, clairement. Oui, pour moi, bien sûr que c'est pas suffisant. Et surtout les services vétérinaires. Les services vétérinaires, il faut augmenter la réglementation, qu'elle soit plus en amont. Hein? Et quand il y a une vache qui est malade, on la passe directement au pôle sanitaire. Il n'y a pas besoin de la passer. Combien de fois on arrête la chaîne parce qu'il y a des abcès, mais comme des baskets. Hein? Alors, en tout cas, je rappelle qu'il n'y a rien d'illégal qui se passe dans les abattoirs. Non. C'est ultra surveillé. Enfin, quand il y a un doute sur un animal, moi, des fois, ça arrive qu'il y a un doute, l'animal est mis en consigne et tout. Et enfin, c'est surveillé là-dessus. S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas reprocher en France. Et d'ailleurs, est-ce que vous seriez pour la vidéosurveillance obligatoire dans les abattoirs? Alors, ça dépend pourquoi. Si c'est après pour les mettre sur les réseaux. Alors Mauricio, on laisse parler juste Jean-Marie Collomb. Si c'est pour mettre sur les réseaux sociaux, se voir abattre une bête. Non, mais peut-être que surveiller que tout. Voilà, que mais tout se passe surveiller, bien. sûrement. Mais après, il faut en mettre dans les hôpitaux parce que est-ce que les infirmières, est-ce que les médecins font bien leur travail? Est-ce que dans les écoles, les maîtresses maltraitent pas les enfants? Est-ce que à la morgue, on respecte le défunt? Enfin voilà, tout ça. Est-ce qu'on vient ultra comme aux États-Unis, les caméras partout et voilà. Alors, on le disait tout à l'heure, les gens sont formés. C'est un phénomène dont s'empare aussi la sphère politique aujourd'hui. On a d'ailleurs un député creusois, Jean-Baptiste Moreau, qui est rapporteur de la loi alimentation, qui est lui-même éleveur. Et je le rappelle, c'était dit dans le premier reportage, il avait voté en mai contre l'amendement sur le bien-être animal. Il a aussi voté le 4 septembre dernier, comme la plupart des députés d'ailleurs à l'Assemblée, contre l'interdiction des élevages usines. Alors, on va reparler dans un instant des élevages usines, mais est-ce que, selon vous, malgré tout, c'est un avantage pour la filière d'avoir un éleveur à l'Assemblée qui est rapporteur de la loi alimentation, Jean-Marie? Bien sûr. Enfin, moi, j'estime qu'en France, on fait de l'élevage quand même. Moi, je voudrais qu'on se batte sur un vrai problème, c'est les élevages qu'il y a outre-Atlantique aux États-Unis. Les feedlots, là où il y a 50 000 animaux. Là, on peut parler de maltraitance animale, effectivement. Mais il y en a d'autres en France. Moi, j'ai une exploitation, on a 120 mères dans l'usine, je ne vois pas où il y a la maltraitance. Aujourd'hui, s'il n'y a plus d'élevage en Creuse, quel paysage qu'on va avoir? Enfin, l'élevage, c'est pas un problème, c'est une solution pour la France, c'est une solution pour tout. Enfin, pour l'environnement, pour l'écologie, pour tout. Pour l'écologie, il y a 80% d'élevage intensif en France, c'est pas une solution pour l'environnement ni pour la santé humaine. Est-ce que Aurore Lenoir, est-ce que vous arrivez à instaurer un dialogue avec les agriculteurs, avec la filière des éleveurs? Il est très difficile d'instaurer un dialogue dans le sens où on a énormément de mauvaise foi. Les gouvernements et la filière mettent en avant l'élevage extensif et le plein air. Or, la réalité, c'est 99% des lapins qui sont élevés en cage, plus de 80% des poules pondeuses qui sont également en cage, les 93% des porcs qui sont sur caillebotis. Donc, il n'y a pas que les bovins. Les bovins sont à majorité extensifs pour le moment. Et encore, ça va changer. On a un projet de poules pondeuses en Creuse qui est... Oui, 15 000 poules. Alors, on va en parler. On va pas parler de 5 poules. Enfin, Jean-Marie, là, vous prenez un petit peu d'avance, on va en parler dans un instant des élevages usines. Est-ce que vous êtes prêt à instaurer le dialogue avec les associations animalistes? Je suis prêt, mais on part tellement de loin. Le dialogue est difficile, hein. On le sent ce soir aussi. Un élevage avec 5 poules pondeuses, il n'est pas viable. Enfin, vous vous rendez pas compte. Après, là, les poules, l'éleveur a fait... Mais mettre 15 000 poules dans un hangar, même s'il y a des petites sorties, il y en a quelques-unes qui vont sortir, c'est absolument pas viable non plus. Non, elles vont pas toutes sortir. Alors, on reparlera, je le disais, des élevages usines. D'abord, reparlons de la loi alimentation. On est en plein dedans. Jean-Baptiste Moreau, dont on a parlé, était d'ailleurs avec le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, qui était venu fin août en Creuse et dans l'Allier pour dessiner la feuille de route de la nouvelle loi alimentation pour le bien-être animal. Ce plan, il a évolué depuis quelques mois, il y avait plein d'idées, il a évolué. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Séverine Nadeau, ce plan qui semble peut-être un petit peu vidé de sa substance, mais que dit la loi alimentation sur le bien-être animal aujourd'hui ? Alors, la loi alimentation, donc dans la loi alimentation, on a un article 13 qui regroupe donc toutes les dispositions relatives au bien-être animal. Donc, on a différentes choses. Au départ, il était question, si vous voulez, en quelque sorte, d'améliorer les choses par différents canaux, notamment de doubler les peines pour la maltraitance animale
donc parce qu'on a un délit de maltraitance animale, donc de doubler ces peines-là, d'assurer la possibilité pour les associations de se constituer partie civile, etc. Donc il y avait des choses qui avaient été faites. Et puis les associations avaient déposé des amendements, notamment des amendements qui étaient assez importants, comme l'interdiction du broyage des poussins. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les poussins mâles sont broyés vivants. Oui, puisqu'on ne garde que les... Il y avait aussi la castration des porcs porcelets. À vif, voilà, etc. L'interdiction des cages pour les poules pondeuses. L'interdiction des cages pour les poules pondeuses. Et donc, suite au va-et-vient entre l'Assemblée nationale et le Sénat, forcément, peu à peu, on a vu des reculs par rapport à ce qui avait été adopté, par rapport aux amendements qui avaient été acceptés, puis ensuite retirés. Ça veut dire que c'est vraiment, effectivement, un plan qui est vidé de sa substance, selon vous ? En tout cas, là, à l'heure actuelle, quand on lit le projet de loi alimentation, oui, il y a un recul très net. Il est clair que ce qui est affiché comme objectif, c'est de faire confiance aux filières. Et donc le plan de M. Travers, qu'il est venu présenter en Creuse en août 2018, c'est ça, c'est de faire confiance aux filières et de dire on n'a peut-être pas besoin de passer par des lois et donc des textes qui imposent. On va responsabiliser les professionnels. De responsabiliser les professionnels plutôt que... C'est en tout cas effectivement la position de Jean-Baptiste Moreau. Aurore Lenoir, qu'est-ce que vous en pensez effectivement de cette loi alimentation et du bien-être animal dans cette nouvelle loi alimentation ? À peu près zéro. C'est-à-dire que tous les amendements ont été rejetés. Et pourtant, c'était des amendements qui étaient demandés par le grand public, pas par les 5% ou les 10% de véganes. C'était demandé par le grand public pour des méthodes qui sont absolument cruelles. La castration à vif des porcelets, l'interdiction des poules pondeuses en cage. Alors, entre parenthèses, j'ai un chiffre qui est intéressant. Selon un sondage IFOP de 2018, 7 Français sur 10 considèrent que les animaux sont mal défendus par les politiques. L'actualité donne raison à ce sondage. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Tout repose effectivement sur la bonne volonté des filières. Donc autant demander à un criminel d'évaluer sa propre peine. C'est elles-mêmes qui ont mis en place ce genre de méthode. C'est elles-mêmes qui entassent ces animaux dans ces hangars. Vous voyez comment on part de loin. On est jugé comme on est criminels. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse le débat ? J'ai pas dit ça. J'ai simplement j'ai simplement dit autant laisser un criminel évaluer sa propre peine. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est pour imaginer. Vous nous comparez à des criminels. Non, c'était pas du tout le sens de mon propos. D'accord. Mais vous pouvez rebondir dessus. Mais en l'occurrence, non, les politiques ne font rien pour faire évoluer les choses, même sous la pression effectivement populaire et des citoyens, qui va clairement dans le sens de ce qu'on appelle le bien-être animal, même si effectivement pour moi le bien-être animal est inexistant. Alors il y a quand même des députés, il y a 85 députés de tous bords qui ont lancé un appel sur le journal du dimanche dernier, donc pour la défense de la condition animale. Donc bon. Effectivement, il y a peut-être encore des avancées à venir. Je reviens sur ce qu'on a commencé à évoquer, sur les fermes élevages, comme on les appelle. Effectivement, il y a plusieurs dossiers polémiques ici en Nouvelle-Aquitaine, et notamment ce projet de poule pondeuse à Moutier-Roseille. C'est en Creuse. Qu'est-ce qui vous pose problème ou question, Aurore Lenoir, sur ce type d'élevage ? Alors ce type d'élevage, 15 000 poules pondeuses, malgré ce que vous pouvez dire, elles ne vont pas toutes sortir. On a des photos qui le prouvent en label rouge. Et là, ça va être en plein air, même pas label rouge. Il n'y a que 15% des poules qui sortent. Même si on enlève ça, les 15 000 poules avant d'arriver dans ce hangar, elles vont passer par une espèce de pondoir. Elles sont élevées entre jeunes du même âge, donc ce qui va induire des comportements déviants au niveau social. Mais surtout, tous les poussins mâles vont être broyés vivants en amont. Donc derrière ces élevages intensifs, il faut voir le broyage des poussins vivants, le débécage des futures poulettes quasiment systématiques, et ensuite entassées dans un hangar pour ensuite finir très peu de temps après à l'abattoir. Alors on a aussi d'autres projets qui sont déjà d'ailleurs en place. Je pense à la ferme des Milleveaux en Creuse, toujours à Saint-Martial-le-Vieux. Jean-Marie Collomb, qu'est-ce que vous pensez-vous de ce type de ferme ? Alors déjà, c'est la ferme, ça s'appelle des Milleveaux parce que c'est sur le plateau. Il n'y en a que 800.
Ah non, c'est Il y en a totalement que faux. 800. L'autorisation a été déposée pour 1000 veaux. 800 veaux. En tout cas, actuellement, il y a 800 veaux, effectivement. Je pense que Là, c'est c'est un totalement très beau faux. projet parce que, en fait, on nous demande c'est pour baisser les coûts, évidemment. Vous allez dire qu'on pense qu'à l'argent, mais on fait notre métier évidemment par passion, mais pour en vivre. Et en fait, c'est 50 agriculteurs qui se sont rassemblés pour mettre chacun, on va dire, 20 veaux. Et donc se rassembler et pour produire à moindre coût pour que les consommateurs puissent acheter de la viande. Voilà. Mais après, en termes de normes et tout, le bien-être... Mais est-ce que le bien-être animal est respecté bien dans sûr, ces mais si fermes usines on prend Et on pourrait parler aussi de la ferme des 17 000 porcs dans les Pyrénées-Atlantiques. Est-ce qu'on peut parler de bien-être animal dans ce type d'élevage? Bien sûr. Si on prend les vieux étables, il y a 50 ans, des étables où il n'y avait pas de lumière, ils étaient sur le béton. Entassés et tout. Là, ils ont 5 ou 6, enfin, je sais plus combien de mètres carrés, mais de mètres carrés sur air paillé. Il y a de la luminosité, il y a de l'eau. L'eau même va être chauffée parce qu'il y a un méthaniseur et ils vont chauffer l'eau parce qu'on est sur le plateau de Millevaches. L'hiver, c'est assez froid et tout. Ils vont chauffer l'eau, ils vont boire de... Enfin, je veux dire, il y a des êtres humains qui sont bien moins bien logés que les animaux là-haut. Alors, Séverine Nadeau, est-ce que la loi précise les choses concernant les fermes ou les élevages usines? Alors là, il y a des réglementations européennes, même françaises, qui très peu, qui obligent... jusqu'à 50 000 volailles, c'est uniquement une déclaration en préfecture sans étude d'impact. Non, mais après il y a les nombres de mètres carrés et tout. Enfin, une vache avec son veau, quand elle est rentrée à l'hiver, c'est 12 mètres carrés avec son veau. Enfin, il y a des réglementations. Moi, je vous dis, allez voir au Brésil et tout, allez voir les fermes là-bas, vous allez voir. Là, on peut parler de maltraitance. C'est pas parce qu'il y a une extrême parce qu'il y a pire ailleurs que c'est forcément. Je peux vous dire que les animaux, ils sont très bien. S'ils sont pas bien, ils ne profitent pas. Enfin, voilà. Alors, pour avancer dans le débat, juste Séverine Nadeau, vous connaissez bien le droit animalier. Vous proposez même une journée qui est consacrée au droit animalier chaque année à Brive. C'est début septembre. Vous faites des propositions. Quel type de propositions d'ailleurs est-ce que vous faites? Alors, c'est pas nous en tant qu'enseignants qui les faisons, c'est nos étudiants du diplôme droit animalier qui ont un exercice particulier à réaliser pour valider leur diplôme, qui est de faire une proposition de loi ou de règlement, proposition de texte juridique pour améliorer la protection de l'animal. Concrètement, il y a eu des propositions de fait. Alors par exemple, cette année, chaque année on récompense un de nos étudiants, donc c'est la Fondation 30 millions d'amis qui lui remet le prix Jules Michelet. Donc cette année, il y avait Vic Burgan qui a gagné le prix Michelet, qui a proposé de créer un mandat de protection animale, principalement pour les animaux de compagnie, lorsque le propriétaire vient par exemple à décéder ou est malade ou est en incapacité, on va dire, de s'occuper de son animal de compagnie. C'est une personne qui est en fait un Vic Burgan qui est assistante notaire. Et donc, qui s'est dit que voilà, pour améliorer les choses, elle pouvait proposer ce mandat de protection animale. Donc on sent, voilà, et est-ce que les députés peuvent s'en emparer du coup d'ailleurs de ces propositions? Oui, tout à fait. Les députés peuvent s'en emparer. Il y a l'année dernière, une autre étudiante avait proposé Alors on va pas avoir le temps de préciser toutes les propositions. Oui. En tout cas, on se rend compte effectivement que les choses en matière de loi, de droit avancent. Aurore Lenoir, petit mot de fin, avant que vous nous quittiez malheureusement, ça veut dire que si la loi s'empare de cette problématique, ça veut dire que ça y est, vous avez fait votre job, vous pouvez arrêter vos actions? Non, je pense que nous avons encore beaucoup de travail à faire et j'ai juste un tout petit exemple pour conclure. Quand nous avons recueilli 4 dindes qui allaient passer sur la chaîne d'abattage, dont une qui avait une fracture ouverte au niveau du coude avec une gangrène qui remontait jusqu'en haut de l'épaule, on a dû couper l'aile. Une autre qui avait le corps nécrosé à 90%, elles allaient juste passer sur la chaîne d'abattage. Elles avaient 3 mois, le corps difforme et des têtes de poussins. Elles ont passé des mois dans un hangar à 8 dindes par mètre carré. 8 dindes de 6 kilos par mètre carré. Donc là, je demande où est le bien-être animal. Merci. Et c'est 97% des dindes. Merci beaucoup, Aurore Lenoir. On comprend que vous allez continuer vos actions. On poursuit ce débat en parlant de consommation de viande en France. La consommation de viande a donc baissé de 12% en 10 ans, selon une étude du Crédoc qui a été publiée début septembre. Une baisse qui inquiète bien sûr les éleveurs. Nous les avions rencontrés au Salon de l'agriculture de Panazol. C'était en septembre.
Ici, la limousine est à l'honneur. Certains sont aux petits soins avec elle, d'autres l'applaudissent. Pourtant, l'engouement pour la viande n'a eu de cesse de baisser, selon une étude publiée mardi. Pour les éleveurs, il faut donc miser sur les spécificités locales. De plus en plus de gens aujourd'hui demandent de la qualité et non plus de la quantité, donc il faut essayer. Mais avec la race limousine, on peut se démarquer facilement, puisque c'est une race qui offre des qualités gustatives supérieures aux autres. Effectivement, au Festival de l'agriculture de Panazol, les visiteurs ne restent pas insensibles aux produits du terroir. Si j'avais de la viande comme ça, j'en mangerais tous les jours. Hein. Moi, la bonne viande, ça me dérange pas. Mais de nos jours, la bonne viande, c'est fini. Hein. Je commence à beaucoup plus regarder sur l'origine. L'origine de la viande, d'où elle vient, quel éleveur. L'éleveur peut-être pas trop, mais qu'elle essaie d'être du Limousin, quoi. Mais ces steaks de qualité ont un coût qui exclut une partie de la clientèle. Il y a le consommateur qui aujourd'hui aimerait bien consommer un petit peu plus de viande mais qui n'a pas forcément le budget et donc c'est vrai se retire peut-être un petit peu plus sur des viandes blanches ou des viandes peut-être un peu moins de qualité. Alors que les Français boudent de plus en plus la viande rouge, certains agriculteurs ont décidé de développer des élevages plus rentables. Quand je me suis installé, on avait sur la ferme des ovins et des bovins. On avait un salarié, donc pour conserver le salarié, j'ai souhaité créer l'élevage cunois pour diversifier un peu l'exploitation. Bonne pioche pour cet éleveur. Menacé de disparition il y a quelques décennies, l'élevage de cochons cunoirs est aujourd'hui en pleine expansion. Alors, les Français donc mangent moins de viande. Anne-Sophie Bach, bonsoir, merci de nous rejoindre. Vous êtes donc bouchère, c'est votre métier. On vous voit souvent sur le marché de Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Vous êtes aussi la présidente du syndicat des bouchers de la Corrèze. Est-ce que vous avez, vous, constaté que les Français mangeaient moins de viande ? Alors oui, effectivement, c'est une évolution qui est indéniable et contre laquelle nous essayons de mettre en place de nombreuses initiatives dans nos métiers. Effectivement, l'évolution des modes de consommation y est pour grande partie, également l'inquiétude pour la santé. Également la sensibilisation à l'impact sur l'environnement. Les questions de bien-être animal qui ont été abordées tout à l'heure mobilisent également les gens. Et comme vous parliez dans le reportage, la question du prix de la viande fait que les consommateurs mangent moins de viande. Alors là où je pense que mon confrère me rejoindra, nous sommes quand même très heureux parce que les gens mangent moins de viande mais mangent de la bonne viande. Et nous, on le voit tous les jours sur notre étal. C'est peut-être ça l'enjeu aussi. Complètement, ouais. C'est vraiment une transformation, Jean-Marie en parlait tout à l'heure, une transformation de nos métiers, tant de l'étable à la table, puisque nos professions se renouvellent au quotidien. Et ça, c'est vraiment très important de le dire. Je vois par exemple les bouchers. Nous développons de nouvelles recettes, par exemple avec l'essor de tout ce qui est carpaccio émincé, qui plaît de plus en plus aux consommateurs. Et comment est-ce que vous travaillez ? Je suis curieuse, vous êtes bouchère, vous proposez de la limousine, j'imagine, mais comment vous choisissez les viandes que vous proposez ? Alors en fait, donc avec ma sœur et mon équipe, nous avons mis en place un réseau donc, de 5 éleveurs qui peut monter jusqu'à 7 éleveurs. Donc un réseau de confiance. Je tiens à préciser que nos éleveurs, nous allons les visiter très régulièrement et nous connaissons parfaitement leur façon de nourrir leurs animaux. La question de bien-être pour nous est essentielle. On regarde vraiment tous les maillons de la filière et on sélectionne les meilleurs animaux. Ça veut dire que nous achetons des vaches, principalement des vaches qui ont entre 4 et 8 ans maximum, qui ont été engraissées vraiment doucement. On demande entre 4 et 8 mois. 8 mois, c'est parfait parce que c'est la maturation de la vache. La vache est persillée, elle a le gras qu'il faut, ni trop, ni pas assez. Donc voilà. C'est un discours effectivement que vous entendez. Jean-Marie Collomb, vous êtes sur le même discours. Peut-être effectivement proposer de la viande de meilleure qualité, vous en tant qu'éleveur, même si les gens en consomment moins. Oui, moi je produis pareil, c'est de la vache je monte bien jusqu'à 10 ans, mais pareil, je marche avec un boucher et la demande c'est la viande persillée, voilà. Et plus la viande est meilleure, plus après nous elle est payée au kilo plus cher. Donc c'est pour ça mieux on travaille. Enfin, je vois pas l'intérêt de maltraiter ces animaux et c'est là où vous deux. C'est bien dommage alors quand on y va dans un hard discount à 2 balles, surgelé, les petits boîtes. Oui, mais il y a des gens. Parce que moi j'ai beaucoup plus de respect pour vous que vous ne les voyez pas. D'accord. À moi, ça m'a fait mal. Est-ce que vous mangez de la viande, vous, Mauricio ?
Aujourd'hui, des mammifères, non. Je suis, comment on dit Flexitarien. Flexitarien, voilà. Alors, flexitarien, ça veut dire qu'on choisit délibérément de manger moins de viande, mais on choisit la viande que l'on veut consommer. Moi, je suis contre, par exemple, c'est qu'on va, je ne vais pas dire de nom, mais dans un hard discount, et on arrive au surgelé et on voit des petites boîtes qu'on appelle des steaks hachés. Et il y a 10 steaks hachés à l'intérieur à 3 €. Mais vous savez... on est d'accord. C'est pour ça qu'on... Alors, Jean-Marie, même mon Mauricio... chien, il refuse de manger ça. Jean-Marie... Comment on peut donner ça dans le marché? Mauricio, Jean-Marie vous répond. Jean-Marie. Déjà, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour se payer. Enfin, il y a des gens qui... Mauricio, on laisse parler Jean-Marie. Il y a une certaine catégorie, il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour se payer à manger et tout. Et après, c'est vrai qu'on passe dans les écoles et tout. On essaye de faire déguster aux enfants, leur faire découvrir vraiment la viande. Je vois, il y a 3 semaines, il y a 1 mois, on a fait... en fête sur le plateau de Mille Vaches, on a fait le burger creusois où on avait prévu 1000 burgers, on les a tous vendus, quoi. Enfin, il y avait la queue pendant 2 heures. Enfin, je sais que la consommation a baissé de 10%, mais c'est vrai, je rejoins... 12%. Oui, 12. J'ai dit combien? 12%, oui. Vous aviez dit 10%. D'accord. Voilà, enfin, les gens, ils veulent manger de la qualité et ce que l'éleveur français, c'est ce qu'on produit et on va essayer de continuer. De toute façon, je pense que Jean-Marie me rejoindra. Nous n'avons aucun intérêt, toute la filière n'a aucun intérêt à maltraiter un animal dans le sens où le maillon final qui va en pâtir, c'est le consommateur. Si la viande, elle n'est pas tendre, si la viande, elle n'est pas juteuse, le consommateur ne sera pas content, donc ne consommera plus de viande. Et c'est pas notre but à nous. Je pense qu'on est venu porter une parole à tous les deux, c'est qu'on fait notre métier avec passion et il faut pas généraliser ce qui se passe, ce qu'on voit, ce qui est dénoncé, parce que c'est nous qui connaissons la filière, c'est vraiment les artisans bouchers et les éleveurs qu'il faut venir voir, car c'est nous qui sommes capables de parler. Vous avez lu mon livre? J'imagine que non. Je présente le... Alors, Mauricio, je présente... Si vous lisez le livre, moi, je ne suis pas contre vous. Moi, c'est contre le système en général. Et c'est contre les grossistes et le service vétérinaire qui ne font pas bien son boulot. D'accord? Alors voilà quoi. Mauricio a écrit Ma vie toute crue, effectivement, ces 2 dernières années, aux éditions chez Plomb. Vous pouvez le trouver dans les bonnes librairies. Vous revenez sur votre expérience, bien sûr. D'ailleurs, Mauricio, donc plus de boulot depuis 2 ans. Vous avez écrit un livre en 2 ans. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je suis au chômage. Normalement, j'ai trouvé à Pôle emploi, je vais commencer une formation à partir du mois prochain dans le bâtiment. Et j'espère que ça passe bien. Et à partir de janvier, normalement, je refais ma vie professionnelle. Rien à voir avec... Rien à voir avec la filière de la viande, avec le travail à l'abattoir que vous faisiez. J'ai passé plus de la moitié de ma vie là-dedans. Alors, je vous propose de regarder un reportage. Aujourd'hui, notre pays est le premier producteur d'œufs en Europe, mais c'est aussi le pays qui enferme le plus ses poulettes. Plus de 68% des poules vivent en cage contre 56% en Europe. Mais les choses bougent. Voilà la preuve que les consommateurs peuvent faire bouger les choses. Les consommateurs achètent de plus en plus d'œufs de poules élevées en plein air. Alors, quelques pionniers sont dans une démarche qui va vraiment dans ce sens. Exemple tout de suite avec la Poule House de Coussac-Bonneval en Haute-Vienne qui est née il y a quelques mois, une maison de retraite pour des poules d'élevage. Regardez. Élodie Pellegrin est ingénieure agronome. Avec son compagnon, elle a rejoint le Limousin en décembre dernier pour prendre soin de ces jeunes pensionnaires à la retraite, fraîchement arrivés de Normandie. Tous les animaux accueillis ici proviendront d'exploitations bio partenaires du projet. À terme, le site pourra accueillir 18 000 volatiles. Normalement, elles sont arrivées la semaine dernière, ça devrait déjà être abattu depuis une bonne semaine. Le principe de Poule House, du coup, c'est de créer un système d'élevage de poules, de production d'œufs en tout cas, où les poules ne partent pas à l'abattoir au bout de 18 mois. Tous les œufs récoltés ici, mais aussi chez les éleveurs partenaires, sont revendus au même prix, près d'1 € l'œuf. Un tarif pour financer la fin de vie de ces poules moins rentables, qui ne semble pas effrayer le consommateur. On a déjà vendu plus de 400 000 œufs, ce qui est un beau succès, et on est disponible à peu près dans 300 points de vente. Nous, on a pour ambition effectivement de continuer à ouvrir le marché pour l'année 2018. On exporte déjà en Belgique et on aimerait exporter effectivement dans d'autres pays en Europe. Le succès est tel qu'on se demanderait presque si la poule à la retraite ne serait pas finalement une poule aux œufs d'or. L'idée, c'est pas de multiplier le nombre de refuges comme ça, c'est plutôt un lieu de R&D, c'est une ferme pilote pour nous qui va nous permettre de mettre au point un mode de production nouveau où les poules ne partent pas à l'abattoir, où elles vivent l'ensemble de leur vie et que ça soit rentable et que les éleveurs puissent s'installer dans ce modèle à l'avenir.
Le but, c'est effectivement que ça soit rentable. Très rentable, non. Et si jamais on était dans une situation où on pouvait baisser le prix, on le fera bien volontiers. Rêve ou réalité, en tout cas, les fondateurs ont déjà rassemblé près de 400 000 € pour financer ce projet un peu fou d'œuf qui ne tue pas la poule. Voilà un exemple d'initiative effectivement qui fait une filière qui mute tout simplement. Je voudrais la réaction de Jean-Marie Collomb. Alors déjà, un œuf à 1 €. Vous pourriez faire pareil avec la viande ? De la viande à 1 €? Non, mais à augmenter peut-être, c'est quand même c'est cher, 1 € pour un œuf. Oui, c'est très cher, oui. Non, après la viande, on attend justement des états généraux de l'alimentation. Ce qu'on demande, nous, c'est de vivre dignement de notre métier et que le prix soit en phase avec notre coût de production. Voilà, après, le bien-être animal, ça coûte cher pour un éleveur ? Non, c'est pas le bien-être animal. Le bien-être animal, on le fait depuis des années. On n'a pas attendu les associations animalistes pour faire du bien-être animal. Est-ce que ça a évolué quand même ces dernières années ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience chez les éleveurs comme vous ? Ou est-ce qu'effectivement, vous travaillez de la même façon aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans ? Alors, il y a 10 ans, oui. Il y a 50 ans, non. Enfin, je disais tout à l'heure, je prenais l'exemple des étables. Les étables, mais aussi, c'est pour le bien-être de l'éleveur. Enfin, c'est des deux côtés. Il y a le bien-être de l'éleveur, il y a le bien-être des animaux. Donc voilà. Après, non, ça n'a pas un surcoût. Enfin, il n'y a pas de lien du tout entre peut-être les difficultés financières aussi de certains agriculteurs avec le bien-être animal. C'est surtout les charges qui ont augmenté à côté, qui ont fait. C'est le carburant, c'est les charges sociales, c'est les charges, mécanisation, tout ça, quoi. Mais après, le bien-être animal, je ne vois pas de bien traiter ces animaux fait coûter plus cher. Alors, on a parlé longuement des abattoirs de l'abattoir de Limoges. Est-ce que c'est pas un fait aujourd'hui qu'on manque d'abattoirs de proximité ? Alors, il y a des initiatives, d'ailleurs, il y a des expérimentations, et notamment avec Stéphane Dinard. Lui, il est dans le Périgord, ça fait 10 ans qu'il travaille dans sa ferme et qu'il abat lui-même ses animaux. Alors, illégalement, ceci dit, la loi est en train de changer. Séverine Nadeau, ça devient légal, en tout cas c'est en cours de légalisation, peut-être d'abattre les animaux dans sa ferme ? C'est un amendement qui a été voté récemment dans le cadre de la loi alimentation et qui prévoit l'expérimentation de l'abattage mobile. Donc l'abattage, en fait, un abattage qui se déplacerait de ferme en ferme. Donc c'est à suivre. C'est pas certain que dans le texte final cet amendement reste, mais en tout cas ça a été inséré récemment. Ça peut être une solution. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anne-Sophie Bach ? Ça peut être une solution parce qu'on constate effectivement que quand les animaux sont amenés par l'agriculteur lui-même, il y a moins de stress. Après, il y a moins de stress, ça veut dire que ça joue sur la qualité de la viande. Tout à fait. Après, moi, ce qui me fait peur dans ce genre de texte, c'est la déviance vers tout ce qui est vente directe. Voilà. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire que ce sont les agriculteurs qui transforment eux-mêmes leur viande. Et ça, c'est de la concurrence, évidemment, pour les bouchers. C'est de la concurrence déloyale, parce que tout simplement, ils n'ont pas les mêmes obligations sanitaires et administratives que nous. Et en fait... Jean-Marie Collomb, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je dis qu'on est agriculteur, éleveur, chacun son métier. Maintenant, la Poste se met à faire des téléphones. Le monde bouge, tout le monde se met à faire tout et n'importe quoi. Et je pense qu'il faut remettre des cadres et chacun a son métier. Le boulanger vend du pain, l'agriculteur produit, le boucher détaille, les associations animalistes manifestent et chacun, c'est... Et au niveau du droit, effectivement, ça bouge aussi. Séverine, ce sera presque le mot de la fin. Les choses peuvent encore avancer au niveau du droit animalier ? Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est certain. Après, c'est vrai que la grande difficulté, c'est ménager à la fois l'intérêt de l'homme et assurer la protection de l'animal. Donc c'est cette difficile conciliation entre les deux qui n'est pas toujours très simple. Et c'est la loi, ça en passe par la loi ? Ça passe par la réglementation, mais tout passe pas non plus par la réglementation. Donc il faut... rien n'est évident de toute manière, surtout dès lors que on en vient à des considérations qui touchent à l'éthique,
Est-ce que d'ailleurs au niveau de la filière, au niveau des bouchers, vous participez justement à cette réflexion autour du bien-être animal, de l'évolution du bien-être animal? Tout à fait, oui. Je suis contente que vous en parliez parce qu'en fait, on a donc notre interprofession qui s'appelle Interbev, qui est partie prenante dans tous ces débats, dans toutes ces actions et dans toutes ces démarches d'amélioration. Et je crois que la filière a une prise de conscience et vous pouvez nous faire confiance. On fait tout en tout cas pour améliorer le quotidien des animaux. En tout cas, c'est le message aussi des députés à l'Assemblée, c'est, comme vous le disiez, Séverine Nadeau, de faire confiance effectivement aux professionnels des filières. Merci à tous. Alors il y aura encore beaucoup de choses à dire en termes de bien-être animal et d'ailleurs on pourrait parler des animaux domestiques, des chats, des chiens, des chevaux aussi. On pourrait parler des animaux nuisibles comme le loup dont on parle d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine. Bref, l'objet peut-être de futures émissions Disputandum. Merci en tout cas à tous les 4, à tous les 5, à Aurore Lenoir aussi d'avoir participé à cette émission. Rendez-vous dans une semaine pour votre prochain débat citoyen qui sera présenté depuis Poitiers et qui sera consacré à la chasse. Et oui, la chasse, on en parle aussi. Il y a un petit lien peut-être aussi sur le bien-être animal. Merci en tout cas à tous. Merci à toute l'équipe, à Sandrine Leclerc, Alexandra Filio et à tous ceux qui sont ici en plateau et en régie. Merci à tous. À très vite. Ciao.